Les matins de France Culture. Guillaume Erner. En Russie, Vladimir Poutine prononçait dimanche son premier discours de campagne dans l'optique de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en mars dans le pays avec peu de suspense. Il a renouvelé sa confiance vis-à-vis des troupes russes alors que l'Ukraine a affirmé mardi que son armée était en situation d'infériorité et ne pourrait continuer à se battre sans des aides internationales supplémentaires. Le conflit éclipsé par les événements tragiques se déroulant entre Israël et le Hamas depuis octobre pourrait-il se conclure par une défaite ukrainienne? Avec quelles conséquences? Bonjour Pierre Grosser. Bonjour. Vous êtes avec moi dans ce studio. Vous publiez une somme d'une très grande richesse, Histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours. C'est aux éditions Bouquin. On va essayer de tracer des bords entre cette situation que nous vivons avec la guerre en Ukraine et puis aussi peut-être avec le conflit au Proche-Orient et d'autres épisodes passés. Et puis nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Kiev, Claude Guibal. Bonjour Claude. Bonjour. Quelle est la situation aujourd'hui à Kiev? Qu'avez-vous observé depuis que vous y êtes? Alors écoutez, la situation ce matin, elle est celle d'un matin kievien, j'allais vous dire, avec à nouveau des attaques de drones cette nuit sur la capitale, c'est-à-dire avec à nouveau les sirènes qui retentissent à un moment, à nouveau les alertes sur vos téléphones portables qui se font entendre et à nouveau, j'allais dire, comme la majorité des habitants de Kiev, eh bien, on éteint son téléphone portable, on essaie de se retourner, voilà. C'est ce harcèlement permanent en fait sur la capitale, le harcèlement qui se gère au quotidien, qui d'un coup, comme la semaine dernière, se manifeste parce que là, ce sont des missiles et qui sont interceptés, mais les débris des missiles font des blessés, 50 la semaine dernière. C'est comme il y a 3 semaines, 70 drones qui arrivent sur une nuit, c'est-à-dire 6 heures d'attaque, voilà. À part cela, la capitale vit comme une ville quasiment normale, hein, on se prépare à Noël, les magasins clignotent de guirlandes, mais les Ukrainiens ici à Kiev vivent aussi dans cette espèce de culpabilité, je dirais, de malaise d'être dans une ville qui fonctionne à peu près, alors qu'à l'arrière et sur le front, évidemment, la situation est très différente. Mais le moral est-il atteint? Il y a quelques mois, il y avait une sorte de confiance en Ukraine. Celle-ci semble grignoter, Claude Guibal. Alors, c'est difficile à dire parce que quand vous discutez avec les gens, ils baissent pas les bras. Ils sont pas en train de vous dire qu'ils perdent la guerre et qu'ils la perdront. Au contraire, la détermination, elle est toujours mais viscérale parce que les Ukrainiens savent pertinemment qu'ils n'ont pas le choix. Mais il y a ce sentiment d'une amertume qui commence parce qu'effectivement le soutien international se fissure, notamment depuis le début de la guerre à Gaza, où les Ukrainiens comprennent bien que ils ne sont plus prioritaires au niveau de l'aide pour certains pays, et à commencer par les États-Unis, dont le Congrès a acté hier qu'il n'y aurait pas de rallonge budgétaire, les fameux 61 milliards de dollars dont que l'Ukraine réclame. Il y a besoin ici, mais vraiment, il y a cette j'ai du mal à trouver les mots pour retranscrire exactement ce que disent les Ukrainiens, mais il y a cette espèce de sidération désespérée de dire mais vous ne comprenez pas, si vous ne nous envoyez pas cette aide, on va pas s'en sortir, et si on s'en sort pas, on est en train de faire rempart, et ça va pas s'arrêter aux frontières de l'Ukraine. Comment c'est-vous, Pierre Grosser? C'est vrai que c'est une vraie interrogation depuis un moment parce que effectivement ce qui se passe aujourd'hui à Gaza depuis le mois d'octobre à Kiev. Ah, vous voulez dire à Gaza a changé, voilà, ça a effectivement en partie éclipsé la priorité qui était donnée auparavant, notamment aux États-Unis, à ce qui se passait en Ukraine. Mais en fait, les packages d'aide ont diminué depuis cet été. Et donc, je pense que du côté ukrainien, on sait que à partir du moment où la contre-attaque n'a pas eu tous les effets escomptés, même s'il y a quand même un peu de terrain qui a été reconquis, que tout ça allait être compliqué d'une part, et deuxième chose, c'est qu'on s'attend évidemment à une campagne électorale américaine et à la possibilité d'une élection de Trump, et c'est ça finalement qui est quand même le grand problème, c'est-à-dire c'est un décalage d'1 an.
C'est une forme de guerre asymétrique, tout simplement parce que la Russie est beaucoup mieux dotée, beaucoup plus numériquement importante que l'Ukraine. Pierre Grosser, est-ce que cela vous renvoie à d'autres épisodes? Est-ce que ce type de guerre peut être remporté par le petit État? Alors, on a vu quand même ces derniers temps, notamment avec les guerres américaines, que la puissance américaine face à des petits États, que ce soit le Vietnam, on s'en souvient, ou l'Afghanistan par exemple, que ces guerres ne sont pas forcément gagnées par la puissance la plus importante. Mais là, quand même, il y a une forte spécificité, c'est que du côté russe, l'Ukraine, c'est voisin. Du côté russe, on a l'impression que l'Ukraine, c'est la Russie, alors que c'était absolument pas le cas dans des guerres lointaines des Américains, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan ou que ce soit au Vietnam. C'est une différence qui est tout à fait majeure. Et on l'avait vu, par exemple, avec les guerres en Tchétchénie, à partir du moment où c'était à l'intérieur même de la Russie, qu'on pouvait utiliser à peu près tous les moyens pour remporter la victoire. Donc la question de la proximité et évidemment la question de l'idéologie et du fait que ça fait partie du pays que l'on attaque, c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. Claude Guibal, on entend dire que les Ukrainiens ont du mal à recruter, que beaucoup de jeunes Ukrainiens préfèrent ne pas se battre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu, vous aussi, qui est vérifié? Ah ben, vous savez que c'était d'ailleurs hier un des points forts de la conférence de Volodymyr Zelensky qui disait que il allait devoir étudier cette demande insistante de son chef d'état-major et du reste de l'armée de recruter 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires pour rejoindre les rangs de l'armée. Alors, la question de la mobilisation, la plupart des jeunes Ukrainiens vous disent je suis prêt à y aller quand on m'amènera. Je me suis enrôlé, enfin je me suis enregistré au bureau de recrutement. Le fait est que beaucoup redoutent aussi cet enrôlement. Certains se préparent d'ailleurs un peu spécifiquement parce que maintenant les termes de cet engagement peuvent changer. Vous pouvez choisir l'unité dans laquelle vous allez être affecté. Et des gens commencent notamment à s'entraîner au pilotage de drones en espérant comme ça être recrutés pour ces compétences-là qui leur permettraient de ne pas être au front. Ce front, moi j'y étais il y a quelques jours sur le front Est, notamment près de Bakhmout, près de Avdiivka. Et quand on parle avec les soldats là-bas, ben, ils attendent cette mobilisation parce que ils ont besoin de se reposer. Ça fait 2 ans que certains sont au front. Maintenant, la rotation des permissions se fait un petit peu plus, mais beaucoup sont obligés de passer leur tour parce que ça manque d'hommes au front. C'est une guerre qui fait énormément de victimes. La plupart des gens qui sont au front sont relativement âgés. On dit que la moyenne d'âge d'un soldat mort sur le champ, c'est 49 ans. Et c'est aussi, 40, 45 ans, l'âge moyen des gens, parce que en même temps, il faut aussi des forces vives pour continuer à faire fonctionner le pays, fonctionner l'économie et fonctionner les entreprises. Et du côté russe, qu'entend-on? Claude Guibal, est-ce qu'il y a au contraire une forme de confiance? On pensait que l'économie russe allait s'effondrer, ce n'est pas le cas. On pensait qu'il y avait de nombreuses difficultés logistiques avec l'armée russe et puis soudainement elle semble beaucoup plus puissante qu'il n'y paraissait au départ. Claude Guibal. Je crois. Pardon, excusez-moi, on a été coupé. La connexion. J'étais en train de vous demander si du côté russe, au contraire, il n'y avait pas un sentiment de confiance grandissant. Alors, ce qu'on voit, alors c'est difficile à en juger depuis Kiev, excusez-moi, mais on entend effectivement Vladimir Poutine se féliciter justement de voir que ce soutien occidental se fissure, finalement affaiblit l'Ukraine et vu d'ici, on ne veut justement pas laisser de prise à cela, on ne veut justement pas faire entendre qu'il puisse y avoir des dissensions entre Volodymyr Zelensky et son chef d'état-major Valéry Zalunji, comme on l'entend régulièrement. Et évidemment que la Russie n'attend qu'une chose, elle compte sur l'affaiblissement du camp occidental, elle compte sur l'arrêt de cette aide américaine et on voit bien sur le terrain qu'elle redouble d'intensité pour faire lâcher prise aux Ukrainiens. J'étais il y a 2 jours dans la ville de Kherson, qui est donc au sud de l'Ukraine, sur le fleuve Dniepr.
Dniepr, c'est là où les Ukrainiens ont remporté une petite avancée dans la contre-offensive en réussissant à passer le Dniepr. Alors, et donc sur l'autre rive du Dniepr, face à Kherson, il y a l'armée russe. Donc les Ukrainiens sont passés là, mais alors pas en masse, parce qu'il faudrait beaucoup de moyens pour pouvoir traverser le fleuve en masse. Il faudrait des barges, etc., pour faire traverser à des tanks. Malgré tout, il y a eu cette avancée symbolique, et depuis, eh bien les Russes bombardent, mais de façon mais ahurissante cette ville. Les frappes, c'est 100 à 150 frappes par jour sur la population qui ne sait jamais à quelle seconde ça va leur tomber dessus. Et il y a cette stratégie de harcèlement. On le sent, le harcèlement aussi avec ces envois massifs de drones qui sont là pour user les gens. C'est vraiment une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Tout est fait pour que les Ukrainiens rendent grâce en disant il faut que ça s'arrête. Qu'en pensez-vous, Pierre Grosser? Le discours de Vladimir Poutine était un discours parfaitement conquérant. Qu'en est-il selon vous? Oui, on sent un changement d'attitude de Poutine, qui semblait avoir quelques doutes quand il était allé voyager voir Xi Jinping. On avait l'impression qu'il était un peu isolé et que c'était finalement le petit garçon qui allait voir le grand maître qui finalement le tenait à bout de bras. On a l'impression quand même qu'il y a aujourd'hui du côté russe la certitude que les choses vont beaucoup mieux, que l'opinion finalement tient. Vous l'avez rappelé, que l'économie tient. Après, ça a été un coup absolument terrible. Alors, c'est toujours un peu sujet à caution quand aujourd'hui les services de renseignement américains disent qu'il y a eu 350 000 morts du côté russe. Mais en tout cas, on sait que traditionnellement, la Russie n'est pas économe en vie humaine quand elle fait la guerre. Et évidemment, l'Union soviétique, ça a été la même chose, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui, je crois, est très frappant, c'est qu'on a souvent dit que finalement, le vieillissement de la population, le fait qu'on ait beaucoup moins d'enfants, c'était finalement une garantie d'une certaine façon de paix. On parlait même de paix gériatrique, parce que voilà, on fait pas la guerre quand on est plus âgé et qu'on veut pas sacrifier des enfants qui sont devenus très rares. Or là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, un pays qui est effectivement vieillissant avec peu d'enfants, et certains, les jeunes sont plutôt partis, en envahit un autre qui est à peu près dans la même situation démographique. Mais on voit aussi que finalement, ce qui a été rappelé, c'est qu'aujourd'hui, c'est les bombardements, ce sont les drones, et donc une partie aussi de guerre indirecte. Ou alors, on le voit du côté russe, où on va recruter absolument n'importe qui, on va chercher aussi à l'étranger. Voilà, on va chercher tout ce qui peut se battre. Mais les réserves démographiques ne sont pas énormes, mais ça n'empêchera pas la Russie d'être en situation plutôt favorable. Merci Pierre Grosser pour vos explications. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Histoire mondiale des relations internationales, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Bouquin. Claude Guibal, on se retrouve également. Vous êtes notre envoyé spécial à Kiev, 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Décryptage des nouvelles dynamiques internationales à l'aune des conflits en Ukraine et à Gaza. Nous sommes en compagnie de Claude Guibal, qui est en duplex depuis Kiev, notre envoyé spécial, et de Pierre Grosser, historien, auteur d'une imposante somme sur l'histoire des relations internationales de 1900 à nos jours. Pierre Grosser, qu'est-ce que ces deux conflits changent à la polarité du monde, puisque finalement, on le voit, on a affaire à un monde qui est à la fois à nouveau en guerre et à de nouvelles polarités qui se font jour, à la fois en Ukraine, mais aussi au conflit du Proche-Orient. Alors depuis en fait quelques années, on a l'impression que le monde est à la fois encore unipolaire et c'est quelque chose que l'on constate puisque les États-Unis sont encore une puissance absolument indispensable. On le voit au Proche-Orient, on le voit aussi pour le soutien à l'Ukraine. On le voit aussi que la dédollarisation est un processus beaucoup plus compliqué que certains ne l'imaginaient. On a des formes de repolarisation et notamment une bipolarité, États-Unis-Chine, qu'on estimait être absolument indispensable dans le monde aujourd'hui et peut-être même de pouvoir le stabiliser. La rencontre aujourd'hui, il y a quelques semaines entre
entre Biden et Xi a fait penser qu'on pouvait avoir cette forme de bipolarité. Un monde multipolaire avec des acteurs extrêmement divers qui mènent leur propre politique, que ce soit la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, etc. Et un monde apolaire, c'est-à-dire on a l'impression qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de mettre un peu d'ordre dans le monde et que de tous les côtés, des conflits sont en train de s'esquisser. On l'a vu dans le Caucase avec Azerbaïdjan, Arménie, on voit ce qui se passe avec le Venezuela. Et donc que tout ça fonctionne à peu près en même temps et donc que la lisibilité du monde diminue énormément. Et ce qui est assez fascinant finalement, c'est qu'on a de côté notamment des deux grands dirigeants de la planète ces discours que le monde se transforme très très rapidement. Du côté de Xi Jinping, il répète depuis très longtemps qu'il y a des changements considérables pas vus depuis un siècle. Donc il y a vraiment cette perception. Alors c'est à la fois une opportunité, c'est aussi un risque pour la Chine. Et récemment, Biden commençait à dire que voilà, en gros, toutes les 6-8 générations, il se passe en quelques années des grandes transformations du monde et que peut-être dans les 2-3 années à venir, il va y avoir des bouleversements absolument majeurs. Là, le risque, évidemment, c'est de surinterpréter tout ce qui se passe, que ça soit la guerre en Ukraine et que ça soit évidemment ce qui se passe au Proche-Orient, en disant voilà, le monde s'est complètement transformé, va complètement se transformer. Ce qu'on a vu déjà, par exemple, pendant la crise du Covid, où on nous avait fait des prédictions extrêmement nombreuses sur que le monde ne sera plus jamais comme avant. Mais Claude Guibal, c'est un peu le risque qu'agitent les Ukrainiens, notamment en disant qu'ils sont aux avant-postes de la guerre contre la Russie et que si d'aventure ils perdaient, eh bien notre tour ou le tour des Européens viendrait ensuite. Oui, absolument. Ils arrêtent vraiment pas de le dire, et c'est pour ça qu'ils ont un regard un peu plus, j'allais dire, un peu plus amène envers les pays baltes qui ont, selon eux, l'attitude qu'il faut par rapport à la Russie. Il y a ici vraiment ce sentiment très très fort. Les gens nous disent que ils font barrage. Ils sont vraiment les derniers, les derniers avant-postes en fait avant une déferlante qu'ils ne peuvent pas arrêter. Ils se sentent très impuissants d'avoir le sentiment qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas voulu voir ce qui s'était passé avant en Géorgie, l'annexion de la Crimée. Les gens nous disent c'est un empire qui est en face, et un empire ne survit que tant qu'il envahit. Et cette logique d'empire impérialiste, c'est quelque chose que l'on entend très très fréquemment. Ils ont aussi tout à fait cette conscience que les équilibres mondiaux se sont modifiés. Ça va sur des choses aussi simples aussi que hier, par exemple, des chefs d'entreprise avec qui je parlais me faisaient on discutait de la question des drones, ces drones dont l'Ukraine a désespérément besoin, qu'elle achète de façon massive, et on me parlait de cette entreprise chinoise qui n'avait pas livré à l'Europe et les gens suffisamment de drones en fait cet été, donc il y avait cette année, donc il y avait une pénurie, et les gens disaient ben voilà, parce qu'il y a eu cet accord entre la Chine et la Russie qui se fait, et où voilà, indirectement on joue sur les livraisons européennes pour ne pas qu'on puisse acheter ces drones nous-mêmes. Pierre Grosser, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement l'Ukraine est aujourd'hui aux avant-postes? Est-ce que la stratégie de Moscou, si d'aventure l'Ukraine tombait, est-ce qu'il y aurait une stratégie d'empire qui pourrait concerner d'autres pays? D'autres pays, l'affaiblissement d'autres pays qui sont rentrés dans l'OTAN depuis un certain nombre d'années, sans doute, après qu'il y ait la continuation d'offensives vers des pays comme les pays baltes, d'offensives militaires, est quand même un peu moins probable, quoique le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas vraiment prévu l'agression russe et qu'il faut être évidemment extrêmement prudent dans les prévisions. Mais c'est vrai qu'on a un petit air des années 30 à s'inquiéter effectivement que si on laisse la Russie l'emporter en Ukraine, eh bien c'est une défaite majeure pour la démocratie, c'est une défaite majeure pour l'équilibre des puissances en Europe. Le seul problème, c'est qu'en fait cette rhétorique un peu des années 30 sur une menace d'une puissance hyper révisionniste, c'est un peu épuisé parce qu'on l'a
beaucoup utilisé depuis la fin de la guerre froide, sur tout un tas de pays. Ça a été l'Irak, c'était l'Iran, etc., etc. Et c'est assez étonnant que finalement cette rhétorique est maintenant essentiellement sur le plan intérieur, c'est-à-dire l'idée que le fascisme est en train de triompher dans les pays occidentaux et non pas sur l'extérieur en parlant de la Russie. En revanche, là où vous avez une vraie comparaison avec les années 30, c'est sur les interrogations par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on réfléchit vraiment à ce qu'a été l'appeasement dans les années 1930 et qu'on sort de la carte européenne, un des gros problèmes des Britanniques, c'était qu'ils faisaient face à la fois à l'Allemagne, à l'Italie et au Japon, parce que c'était avant tout un empire britannique. Et donc l'appeasement était une stratégie en partie logique jusqu'en 38 au moins, c'est-à-dire d'essayer finalement de tendre un peu la main à chacun des pays, empêcher que le Japon et l'Allemagne se lient trop, que l'Italie se jette dans les bras de l'Allemagne, etc. Or, on a l'impression aujourd'hui aux États-Unis qu'un certain nombre de stratèges sont en train de réévaluer finalement cette stratégie en disant finalement c'était pas si mal et nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire que nous avons le problème avec l'Iran, nous avons le problème avec la Russie, nous avons le problème avec la Chine, peut-être même avec le Venezuela, la Corée du Nord, etc., etc. Nous n'avons plus les moyens maintenant de faire comme dans les années 1940 et jusque dans les années récentes, c'est-à-dire d'amener la sécurité partout dans le monde. Et donc, peut-être, il faut se rapprocher, au moins peut-être de la Russie, essayer de trouver des équilibres au Moyen-Orient pour se concentrer soit sur la Chine, soit, comme le disent certains républicains, sur les menaces aux frontières. On a entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire la question migratoire qui, pour certains Américains du Sud, est absolument essentielle. Vous parlez des années 30. Si on parlait des années 10, je veux dire de cette guerre, de cette première guerre mondiale, d'aucuns évoquent le terme de somnambule, faisant référence au livre de l'historien Christopher Clark, autrement dit d'un enchaînement qui part d'événements qui sont a priori des événements tout à fait secondaires et qui aboutissent à des cataclysmes mondiaux. Est-ce que ce type de spirale pourrait être à l'œuvre, d'une manière différente certes, mais pourrait être à l'œuvre aujourd'hui, Pierre Grosser? Alors effectivement, on constate qu'il y a énormément de rappels à 1914. Alors évidemment, le centenaire est passé par là, et surtout tout ce qui a suivi aussi, parce qu'évidemment, la guerre de 14-18, c'est d'une certaine façon prolongée avec la crise économique, avec l'expansion du communisme, avec le fascisme, avec la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait que 14 est un cataclysme bien au-delà de la seule première guerre mondiale. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. C'est la peur de revivre cela, comme aussi dans tout le 19e siècle, on avait peur de revivre finalement les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Et on a eu un siècle finalement sans guerre majeure en Europe à cause de cela. La question des somnambules, c'est vraiment la responsabilité donc des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui finalement, avec des mauvais calculs ou avec certaines ambitions ou l'impression finalement d'être entraînés, de pas pouvoir faire autre chose, sont rentrés dans une guerre effectivement cataclysmique, un peu contre la volonté des peuples. C'est ça vraiment l'idée fondamentale quand on réutilise cette expression. Et effectivement, on a eu ce discours-là quand on a imaginé qu'il pouvait y avoir une escalade nucléaire entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine. Et bien entendu, avec tous les incidents qu'il y a aujourd'hui avec les Philippins ou en mer de Chine du Sud et évidemment la question de Taïwan, on imagine qu'il puisse y avoir ce type d'escalade. Alors évidemment, on se rassure en disant première chose que on sait ce qui s'est passé en 14, donc il faudrait pas recommencer. Vous allez me dire il y a eu 39 après, mais on sait ça. Deuxième chose, il y a le nucléaire. Et donc, c'est quand même un élément stabilisateur, même si, évidemment, en dessous du seuil nucléaire, il peut se passer énormément de choses. Et la grande question aussi, est-ce que le tabou nucléaire est toujours durable ? Notamment si on voit les rapports qu'on peut avoir avec la Corée du Nord, voire peut-être un jour avec la Russie. Mais l'idée que les hommes ne savent pas forcément l'histoire qu'ils font, qu'ils ne connaissent pas nécessairement les conséquences de leurs actes au moment où ils prennent leurs décisions, je ne parle même pas des peuples qui ont été entraînés dans la guerre de 14-18, mais même les dirigeants, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, cela pourrait être aussi d'actualité ? Je crois que ce qui est, les hommes ne savent jamais l'histoire qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions à court terme avec un éventail de conséquences qui ne sont pas toujours totalement maîtrisables. C'est par exemple, sur la Première Guerre mondiale, on pouvait imaginer que la guerre pourrait être longue, mais la plupart tablaient sur une guerre qui serait relativement courte.
Je crois que ce qui est vraiment important, et quand on vit les moments que nous vivons aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas reconstituer l'histoire comme étant quelque chose finalement de totalement connu et évident. Par exemple, que la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir une grande alliance qui allait gagner la guerre, ou qu'entre 89 et 91, on allait avoir la réunification allemande, la fin de l'Union soviétique, etc. Les acteurs, au moment même où ils agissent, ils ne savent absolument pas ce qui va se passer, et il peut y avoir beaucoup d'autres avenirs alternatifs qui auraient pu se passer, mais évidemment, il y en a un seul qui a eu lieu, et donc on a tendance à dire que c'est celui-là qui devait advenir. Et c'est d'ailleurs ça qui rend parfois difficile l'écriture de l'histoire. Et le conflit au Proche-Orient, qu'est-ce qui change, Pierre Grosser ? C'est justement assez difficile de savoir, parce que il me semble, vous avez suivi ça au jour le jour aussi, qu'on a fait beaucoup de projections là aussi très très rapidement, et qu'aujourd'hui c'est assez terrible à dire, mais d'une certaine façon on s'est installé dans cette violence à Gaza, que finalement les États-Unis, dans l'ensemble, ont plutôt tendance à soutenir Israël tout en leur demandant de se calmer un peu et de pas faire trop de bêtises, et que finalement les autres acteurs qu'on avait peut-être surévalués, finalement acceptent plus ou moins ce qui se passe. On a l'impression qu'il n'y a pas énormément de médiation, il y a toute une activité diplomatique, il y a des votes aux Nations Unies où je pense qu'un certain nombre de pays se cachent derrière le veto des Américains, et on voit pour le moment pas du tout comment on peut en sortir, et donc il pourrait y avoir finalement une destruction de l'essentiel de la bande de Gaza dans une certaine passivité, acceptation de ce qui se passe. Après, les conséquences sur le terrain, la conséquence évidemment sociale peut être tout à fait considérable. Mais en termes diplomatiques, on n'a pas l'impression de voir une révolution diplomatique qui est issue de ce conflit. Quand vous parlez des autres acteurs, vous parlez par exemple de l'Iran ? De l'Iran, mais aussi évidemment de tous les pays du Golfe, qui normalement, officiellement prennent la défense des Palestiniens, mais qui pour le moment parlent énormément. Tout à l'heure, votre reportage se passait en Égypte. L'Égypte, les frères musulmans et donc le Hamas, c'est pas les amis, c'est ceux qu'on a détruits à partir de 2013 et qu'on a combattu. Et même si on remonte plus loin, depuis les années 50, depuis Nasser, c'est une opposition entre les militaires et les frères musulmans. Mais alors, donc là, est-ce que on a affaire finalement à une cause qui demeure une cause isolée? Parce que c'est quand même assez paradoxal. C'est un conflit qui attire énormément l'attention, qui est très largement observé, alors que d'autres conflits à la surface du globe ou d'autres souffrances humaines passent au second plan. Et dans le même temps, il n'y aurait pas véritablement d'action. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Grosser ? Alors, il y a une résonance au Moyen-Orient qui est évident, et évidemment dans les populations musulmanes, en partie d'ailleurs liées des Palestiniens, puisqu'il y a beaucoup de Palestiniens aussi à l'étranger, en Amérique du Nord, etc. Vous avez une résonance tout à fait importante. Pourquoi est-ce que ça prend tellement d'importance? Alors, c'est peut-être un petit peu provocateur ce que je vais dire, mais il faut bien voir qu'on a en gros terminé les grandes mobilisations révolutionnaires, les grandes les grands moments finalement de lutte anticoloniale des années 60 et 70. Tout ça est derrière nous. La lutte anti-apartheid s'est terminée depuis la fin des années 80, le début des années 90. Et donc, en fait, pour les jeunes générations notamment qui veulent s'engager, ou celles des années 60-70 qui ont vécu ces événements et qui veulent, j'allais dire d'une certaine façon, se réengager, elles trouvent dans ce conflit-là, finalement, tous les ingrédients, c'est-à-dire vous avez la question coloniale, vous avez la question entre guillemets de l'apartheid, c'est une question qui est posée depuis longtemps, de la comparaison qu'on peut faire avec l'apartheid. Donc on a l'impression qu'en faisant finalement, ce qui d'ailleurs n'a pas été la seule raison de la chute de l'apartheid, mais en faisant finalement un boycott, on va arriver à résoudre les problèmes. Vous avez aussi l'impérialisme américain qui est derrière, voilà, l'impérialisme occidental. Et donc toutes ces luttes finalement qui étaient des grandes luttes des années 60, 70 et qui sont mortes au début des années 80, sont toutes concentrées sur la Palestine, alors que quand vous regardez évidemment du côté du Xinjiang ou quand vous regardez même du côté de la Tchétchénie, on n'avait pas finalement tous ces éléments-là qui étaient concentrés de la même manière. Bon, aujourd'hui, Claude Guibal, l'impérieuse nécessité donc d'une aide pour l'Ukraine se fait ressentir sur le terrain. Qu'est-ce que les Ukrainiens attendent, vous qui êtes allé sur le front, vous qui êtes à Kiev aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, de l'Occident, des Américains? De quoi ont-ils besoin rapidement?
En termes d'armement, ce que les gens vous disent, c'est ce que les militaires disent, c'est ce que le chef d'état-major Zaloujny a dit il y a un mois et quelques dans une interview à la presse britannique, c'est qu'ils ont besoin d'un saut de technicité. En fait, en termes de matériel, ils ont besoin notamment d'aviation. Ils ont besoin de missiles longue portée également. Et avant tout, ce dont ils ont besoin, c'est d'une chose que seule l'Ukraine peut leur donner, c'est des hommes, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a la question de la mobilisation, mais voilà, en termes d'armement, c'est ce qui est réclamé. Ce qui est réclamé aussi tout bêtement, vous savez, c'est une interopérabilité, pardon, de l'armement, parce que cet armement qu'on leur a donné, il est très dispersé. Et ce qu'on vous dit, c'est que il faut des pièces, hein, pour des pièces détachées pour continuer à faire fonctionner ces chars, ces lance-missiles et compagnie. Et moi, j'ai vu des unités logistiques qui s'arrachaient les cheveux parce que pour changer les plaquettes de frein, il faut aller acheter des véhicules civils pour pouvoir les adapter à certains matériaux militaires parce que on a donné ou vendu des Humvee et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour les faire fonctionner. Ici, le matériel, c'est du consommable. Ça s'épuise très très vite. Ils ont besoin de drones. Il y a Volodymyr Zelensky qui annonçait hier que l'Ukraine allait produire 1 million de drones l'an prochain. Les Ukrainiens estiment à 100 à 150 000, je crois, par mois leurs besoins en drones. Ce sont des appareils qui sont extrêmement utilisés, dont la durée de vie est parfois d'une seule sortie. Et ces drones, c'est à la fois ces fameux drones kamikazes dont on entend parler, donc qui portent des charges explosives, mais ce sont aussi des drones de renseignement, ce sont des drones de déminage. Un drone de déminage, ça vous permet d'épargner la vie d'un certain nombre d'hommes, hein, sur le terrain, parce que voilà, on prend. C'est cette nouvelle guerre, hein, qui est en train de se faire en Ukraine. Il faut vraiment avoir conscience de. On parlait là tout à l'heure de la Première Guerre mondiale. Il faut avoir conscience de cette télescopage en fait anachronique où vous avez encore les hommes dans les tranchées, vous avez une guerre d'artillerie et vous avez en même temps cette guerre de l'espace et cette guerre de l'intelligence artificielle, puisque désormais ces drones qui sont à l'action par exemple en Ukraine sont capables de tirer sans avoir à en référer à un cerveau humain. Donc on voit effectivement ce qui est nécessaire aujourd'hui. Pierre Grosser, est-ce que vous pensez que les Occidentaux ont tort d'avoir tant d'atermoiements, les Américains, mais aussi les Européens par rapport à l'Ukraine? C'est vraiment une question extrêmement difficile parce que évidemment le sort des Ukrainiens est absolument terrible et que c'est effectivement laisser la Russie triompher est quelque chose d'assez inimaginable. Après, je pense qu'en tout cas sur l'idée que la Russie allait s'effondrer, que son économie allait s'effondrer, on a vécu beaucoup, on a eu beaucoup trop d'espoir. Le seul problème, c'est que tout accord, de toute façon, avec la Russie ne peut être que provisoire. Donc les questions diplomatiques et les questions de négociation, on l'a vu encore dans les dernières déclarations de Poutine, ces buts de guerre sont toujours tout à fait maximaux. Donc c'est extrêmement difficile de négocier avec lui. Et en fait, ça renvoie à aussi des questions des années 30 et 40. C'est-à-dire que pour que l'Allemagne et le Japon ne soient plus des puissances militaristes et expansionnistes, finalement, on a utilisé le maximum, c'est-à-dire on les a écroulés sous les bombes, et ensuite on a changé, en allant jusqu'au cœur du pays, on a changé les régimes politiques. Et d'une certaine façon, on sait très bien qu'en 2003, pour l'Irak, c'était un des objectifs des Américains, en disant, voilà, Saddam Hussein a envahi ses voisins, a massacré une partie de sa population, a fait un quasi-génocide sur les Kurdes, etc. Donc il faut complètement changer le régime. Or là, on n'imagine pas évidemment changer le régime de par nous-mêmes. On peut espérer que effectivement Poutine meure parce qu'il est quand même pas si jeune que ça, mais sans savoir évidemment ce qui va se passer derrière. Mais en tout cas, qu'il y ait une transformation interne, mais que pour que la Russie ne soit plus la puissance revanchiste, agressive qu'elle est aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qu'il faut faire, puisqu'on n'ira pas à Moscou. Mais alors justement, est-ce que ça veut dire, Pierre Grosser, qu'il faut prolonger la guerre en soutenant l'Ukraine, ou bien est-ce qu'il faut tenter donc une initiative diplomatique ou une tentative de résolution du conflit, comme certains l'appellent de leur vœu?
Dans toutes les guerres, il y a toujours un mélange des deux. C'est-à-dire que si vous faites des négociations, il faut avoir une carte de guerre qui soit plutôt bonne, parce que sinon vous êtes en position de faiblesse. Mais c'est aussi finalement une des grandes ambiguïtés de ces discussions pendant que l'on combat, c'est que si vous n'êtes pas en train de gagner ou même vous êtes en train de reculer, vous n'avez pas intérêt à négocier parce que la carte de guerre sera négative. Et si vous êtes au contraire dans une dynamique positive, s'il y avait une aide massive, il y aurait une dynamique positive. Vous dites pourquoi arrêter maintenant et rentrer dans un processus de négociation. Donc dans tous les conflits que l'on connaît, c'est très difficile de trouver le moment pour lequel les deux parties seraient d'accord pour discuter. Et pour le moment, on ne voit pas cette réalité. Et je crois qu'en tout cas, du côté des Européens, on n'a pas vraiment fait les efforts massifs qu'il aurait fallu faire et qu'on s'aperçoit justement de l'état de déshérence de notre système militaire, malgré évidemment quelques rebonds dans quelques pays. Et puis du côté américain, la grande inquiétude, c'est évidemment 2024. Je reviens encore une fois à cette élection de Trump. Et quand même, on peut imaginer que du côté du Kremlin, on se dit, on va attendre que Trump arrive. Un Trump qui nous a promis que, en 2 coups de cuillère à peau, il allait résoudre sans doute au détriment de l'Ukraine cette réalité. Il faut bien rappeler encore une fois que pour les États-Unis, l'Ukraine, au-delà de l'aspect symbolique, ce n'est pas absolument essentiel. C'est pas la même chose que par rapport à la Chine, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, qui a un impact économique absolument déterminant. Pierre Grosser, Histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours, c'est la somme que vous publiez aux éditions Bouquin. Merci beaucoup Claude Guibal d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Kiev.